toutes et à vous tous de rester éveillés. Vous inquiétez pas, ça va être très court. Mais je pense qu'il est peut-être temps de vous faire partager cette révolution scientifique qui a démarré quasiment avec le XXIe siècle, c'est-à-dire l'idée que finalement le cerveau ne fonctionne pas comme un organe isolé dans une boîte noire, mais au contraire en interaction avec des systèmes divers autour de lui, et que quand on parle d'intelligence non pas rationnelle mais émotionnelle et intelligence collective, c'est surtout parce que c'est le corps qui parle au cerveau. Et on verra aussi que le cerveau parle au corps par différentes façons. Et effectivement, l'angle d'attaque pour ces 10-15 minutes, je vous rassurerai, je ferai très court, mais simplement pour vous montrer qu'il y a vraiment une révolution scientifique en action qui consiste à dire que c'était très bien cette analyse très poussée des pièces qui consiste à comprendre le fonctionnement du cerveau par cette approche analytique. Je crois que c'est un héritage de Descartes qu'on ne peut pas nier. Eh bien, grâce notamment à cette révolution qui a eu lieu dans les années 2004-2005 de la microbiologie, avec la puissance technologique derrière, on a pu séquencer et classifier les bactéries. Et à partir de là, avec du haut débit, on a pu voir ce qui se passait quand ces bactéries changeaient de diversité, quand elles avaient cette capacité à interagir avec le monde qui les entoure. Et c'est pour ça qu'on parle de microbiote, parce qu'on ne parle plus de flore intestinale. La notion de flore était une notion très passive, la fleur, mais au contraire, on y voyait là des formes d'intelligence, de symbiose, de participation d'organismes entre eux, à savoir, quand on parle de microbiote, on parle de bactéries, on parle de virus, on parle de phages, on parle de parasites. Et c'est cet ensemble-là qui va produire des substances chimiques, comme par exemple la précurseur de la sérotonine. Et là, donc, c'est un clin d'œil à Houellebecq, dans son dernier ouvrage, quand on parle de sérotonine et de dépression. Eh bien, on voit bien que 85% de la sérotonine qui coule dans nos veines, eh bien, on peut dire merci au microbiote. C'est-à-dire que quand on va les manger tout à l'heure, on va satisfaire cette bête en nous qui fait à peu près 2 kilos. Et quand vous allez manger, c'est un peu pour vous, mais c'est beaucoup pour eux, parce qu'ensuite, le gîte et le couvert, ils vont vous le rendre autrement par les substances qu'ils vont pouvoir produire et que nous ne savons pas, par exemple, produire. Alors, très rapidement, quelle est cette révolution donc, qui consiste à voir le cerveau à l'interface avec d'autres systèmes? Eh bien, c'est l'idée de se dire, comme le montre cette image, que des bactéries peuvent avoir, de façon directe ou indirecte, on touchera rapidement du doigt les mécanismes. Je m'excuse s'il y a vraiment des scientifiques ici, je vais m'écarter un peu de la méthode scientifique et vous montrer les points brûlants de ce domaine-là, sans vous faire vraiment la preuve expérimentale. Mais ce que je voulais juste voir avec vous, c'est l'idée donc que ce cerveau, eh bien, n'est plus isolé, comme je vous l'ai dit dans cette introduction, mais il est en interaction avec plusieurs microbiotes, mais pour évidemment des questions de gain de temps, je vais me concentrer sur le microbiote intestinal. On est en train actuellement de travailler aussi sur, par exemple, le microbiote nasal et la maladie de Parkinson. Des choses importantes et extraordinaires que je pourrais commenter, mais je n'aurai pas le temps, donc je n'en parlerai pas. Je vais focaliser juste sur le microbiote intestinal pour vous montrer que ces interactions, elles peuvent se faire de façon directe, parce qu'il y a des communications nerveuses, ascendantes ou descendantes. Le cerveau prend soin de savoir ce qui se passe dans l'intestin, et l'intestin peut également, par des voies nerveuses, remonter de l'information dans certains territoires du cerveau. Surtout le système limbique, celui qui va gérer nos émotions. Et puis on a aussi toute cette voie plutôt qu'on pourrait qualifier d'humorale, contrairement à la voie nerveuse, qui va faire intervenir des substances chimiques qu'on va trouver dans le sang, qui va faire intervenir des molécules du système immunitaire. Tout ça pour vous dire combien la communication est bijective, c'est-à-dire du cerveau vers l'intestin, mais de l'intestin également vers le cerveau. Et donc, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs modèles animaux que l'on a dans les laboratoires qui nous permettent de montrer la preuve, je dirais, scientifique qui va au-delà de la corrélation, mais de la causalité, parce que ces modèles, justement animaux, nous permettent d'interroger telle bactérie, tel métabolite de bactérie dans telle pathologie, qui soit neurologique ou psychiatrique. Je me concentre là, dans mon intervention,
sur le cerveau. C'est l'idée de voir que, puisqu'on a plein de modèles d'animaux qui montrent du doigt quelles sont les implications dès lors que l'on modifie la flore ou la microbiote intestinale sur le fonctionnement du cerveau, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a donc, au travers de ces études, 4 grandes voies qu'on peut schématiser par la voie sanguine, je dirais presque la voie directe qui va relier l'intestin au cerveau. Je vous montrerai quelques expériences qui sont en cours dans les laboratoires. Deuxièmement, on parle aussi de la voie immunitaire, parce que là, vous savez que le système nerveux central, le cerveau, se construit à l'aide du système immunitaire, que toute défaillance du système immunitaire se traduit par des troubles neurodéveloppementaux. Ça, c'est clairement étudié, et je parlerai de quelques interactions qu'on a mis en évidence sur cette voie immunitaire. On a la voie endocrine, parce que ce système, ce tube digestif avec cette complexité cellulaire peut être aperçue et entrevue comme une glande, comme un organe endocrinien, et on parlera de quelques molécules dans ce contexte-là. Et enfin, la voie nerveuse, avec cette idée que non seulement notre cerveau palpe, il y a une véritable modalité sensorielle où l'on voit tous les jours de nouveaux récepteurs être élucidés dans les terminaisons des voies nerveuses, que ce soit le système entérique, que ce soit les systèmes nerfs vagues et autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc voir que cette voie qui part du cerveau vers le tube digestif est une voie sensorielle et également une voie nerveuse effectrice, c'est-à-dire vous avez des commandes qui vont être exercées. Donc on a ce va-et-vient permanent entre agir sur des effecteurs au niveau du tube digestif et en même temps sentir ce qui se passe pour émettre des informations. On a par exemple des études qui montrent qu'en cas de sepsis, vous créez une septicémie, eh bien, vous avez des structures de la peur s'activer dans le système nerveux limbique. Et donc, cette voie ascendante et descendante est assez précieuse pour notamment les urgentistes, parce qu'on s'aperçoit que traiter une personne pour une septicémie, c'est aussi traiter des dépressions à venir. Alors, comme je vous l'ai dit, donc, dans ces 4 voies qui communiquent avec le cerveau, c'est de voir aujourd'hui ce microbiote comme un système intelligent, et on parle de carte d'identité, n'est-ce pas ? Puisque chacun d'entre nous est porteur de ce 1 à 2 kilos d'une flore intestinale, d'un microbiote, d'un système complexe qui va pouvoir interagir donc avec le cerveau au travers de ces fameuses 4 voies. Et l'on sait que ce système n'est pas à l'équilibre. Depuis la naissance jusqu'aux âges les plus avancés, vous voyez ici, par différentes analyses, que ce soit, je ne vais pas rentrer dans les détails, du 16S ou une analyse de l'ADN, eh bien vous avez plusieurs familles de bactéries qui vont évoluer dans le temps. Vous voyez donc cet aspect diachronique du sujet qui part du nouveau-né jusqu'à l'âge très avancé. Vous avez donc des rapports de familles de bactéries qui sont en pleine dynamique, qui vont changer évidemment, mais vous pouvez prendre pour un même âge un sujet qui va voir sa flore intestinale également changer selon le statut. Parce que je prends des antibiotiques ou pas, parce que je change mon mode alimentaire, parce que je vais introduire des acides gras ou plus d'acides aminés et d'autres substances qu'on va trouver dans l'alimentation qui vont eux-mêmes être responsables d'un changement de ce microbiote. Et donc l'idée est de se dire que puisque ce microbiote est dynamique, eh bien voyons les conséquences dès lors que l'on parle d'un déséquilibre de cette flore intestinale, ce qu'on va appeler la dysbiose. Et donc aujourd'hui, on sait, et là si on élargit un petit peu les conséquences de ces dysbioses intestinales au-delà du cerveau, bien les pathologies sont nombreuses. Évidemment qu'on pense tous à la maladie de Crohn et on pense toutes à ces familles inflammatoires chroniques, mais on a également des maladies psychiatriques. Et je toucherai juste du doigt sur le fait qu'aujourd'hui, on explique certaines résistances aux antidépresseurs par une dysbiose et que l'on va d'ailleurs réintroduire la sensibilité aux antidépresseurs parce qu'on va agir sur des probiotiques. Donc les enjeux sont les suivants. Revenons maintenant sur nos 4 voies qui sont sensibles, qui sont censées interagir, faire interagir le cerveau avec la flore intestinale, le microbiote intestinal. Eh bien, la première voie, c'est la voie sanguine. Et vous savez que c'est porteur de mythes, de croyances qui voudraient que, voilà, il simple
changement de sang pourrait peut-être nous faire rajeunir. Je fais ici appel à Goethe et je fais aussi appel de mythe de Faust et celui de Dracula, mais il y en a bien d'autres. Eh bien, oui, c'est vrai. Si vous faites de la parabiose, c'est-à-dire que vous allez prendre des souris jeunes avec des souris jeunes, vous avez ici la région de notre cerveau qui gère la formation de nos souvenirs, mais qui gère également le contrôle de nos émotions, l'hippocampe. Eh bien, vous allez avoir ici des marqueurs de cellules nouvellement générées, puisqu'il existe une neurogénèse adulte. Eh bien, vous pouvez voir que cette densité de nouveaux neurones, comme vous voyez, eh bien, cette densité, avec l'âge, va disparaître, n'est-ce pas ? Prenons les souris seniors associées ensemble. Vous avez donc une raréfaction de ces événements qui témoignent de la production de bébés neurones chez un animal très âgé. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous mettez maintenant du jeune avec du senior, et vous regardez dans le cerveau du senior, eh bien, vous avez une augmentation de la production de nouveaux neurones pour la souris senior. En somme, on est en train ici de montrer par ces expériences que des facteurs sanguins vont être des catalyseurs pour activer les cellules dormantes de notre hippocampe, qui sont des cellules quiescentes, que l'on appelle les cellules souches. Voilà un exemple ici de ce transfert que l'on peut faire d'un animal jeune vers un animal senior pour, en quelque sorte, rajeunir ce senior. La question que je vous pose, peut-on faire la même chose, non plus par des échanges de voies sanguines, mais en prenant des bactéries? En prenant les bactéries venant d'un corps jeune ou en prenant des bactéries venant d'un corps d'un animal senior. Eh bien, voilà les expériences que l'on doit donc conduites. Vous avez ici donc A pour aging, donc des animaux seniors, pour lesquels on va prélever des fécès et qu'on va introduire chez des animaux jeunes. Et l'on va voir donc que les animaux jeunes ont des répercussions métaboliques, physiologiques et comportementales suite à l'introduction de ce microbiote venant d'animaux anciens. Voilà les résultats. Alors, n'ayez pas peur, c'est très simple à comprendre. On va ici faire appel à la mémoire de ces animaux. Donc, on a des animaux, on fait ce qu'on appelle des transplantations fécales et qui vont être faites sur des animaux dont les âges vont être différents. Donc, du jeune dans du jeune, mémoire importante. Vous avez ici un taux de restitution de cette mémoire qui est d'environ de 50%. L'animal préfère aller dans le compartiment où il sait qu'il a associé cet objet avec cette récompense. Et puis, si vous maintenant prenez pour la partie intermédiaire ici du vieux dans du vieux, eh bien, vous avez des animaux donc, qui ont une perte de mémoire. Ce qui est assez intéressant, c'est que si vous prenez ces animaux jeunes qui ont reçu du microbiote d'animaux seniors, leur comportement est identique aux seniors. C'est-à-dire que vous avez accéléré le vieillissement de ces animaux jeunes. Je ne rentre pas dans les détails, surtout les répercussions métaboliques qui montrent qu'il y a vraiment une accélération du vieillissement, sur les répercussions au niveau mental. Je vous montre juste ici sur le comportement, que l'on a aussi pu répliquer sur d'autres formes mnésiques. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut rajeunir maintenant. Vous prenez la colonne la plus externe, ici, la plus à droite, vous avez du jeune dans du vieux, et ce que vous montrez, c'est que les animaux seniors, maintenant, sont beaucoup plus performants que sont leurs congénères qui ont le même âge, dans les mêmes cages, mais qui n'ont pas reçu le même microbiote. Vous voyez la grande différence entre les vieux recevant du vieux et les jeunes recevant du vieux. Donc on peut, comme ça, transmettre, non pas uniquement par le sang, mais par aussi transfert de matière fécale, des signatures de rajeunissement ou au contraire d'accélération du temps. Et parlant du temps, je sais que mon temps est déjà compté. Alors, je vous ai parlé de la voie nerveuse, n'est-ce pas ? Eh bien, je vous montre ici qu'elle est évidemment impliquée quand on fait des transferts de matière fécale. Comment ? Simplement en allant stimuler le nerf vague. Alors, je ne rentre pas dans les détails, on a des méthodes optiques, on a des méthodes chimiques pour stimuler notamment le nerf vague. Et montrer, comme le montre ici donc le jaune. Le jaune, ce sont des animaux jeunes, qui vont recevoir le microbiote de seniors. Ces animaux devraient montrer un déclin mnésique
Or, ils ne le montrent pas, ils montrent une certaine jouvence de leur mémoire. Pourquoi? Parce que nous avons stimulé le nerf vague. En gros, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que la dysbiose, donc la modification du microbiote intestinal, parce qu'on introduit des bactéries issues d'organismes seniors, modifie le tonus vagal. C'est-à-dire qu'il y a une réduction de l'activité endogène du nerf vague que vous allez pouvoir compenser simplement en stimulant par un pacemaker ou par des méthodes X ou Y et retrouver les capacités juvéniles de cet animal qui a reçu du microbiote ancien. À l'heure de passer à table, je sais que ce n'est pas très agréable, mais on termine là pour vous montrer où l'on va maintenant, et je montre non plus les résultats, mais les directions. Eh bien, c'est de refaire les mêmes expériences, mais non plus de demander à des souris de recevoir du microbiote de congénères jeunes ou anciens, mais de recevoir du microbiote humain, venant de sujets jeunes, venant de sujets âgés, venant de sujets développant des maladies neurodégénératives, notamment Alzheimer, avec différents stades d'avancement dans la pathologie, et de voir quels sont les éléments qui sont responsables, donc en faisant des analyses sur ce fameux microbiome, en faisant des analyses sur les métabolites qu'on va trouver dans le sang et voir les agents responsables de l'accélération du vieillissement ou au contraire de cette réversion de l'effet du temps sur le cerveau. Quand on parle de cerveau et d'intestin, rappelons-nous ce que nous dit Bouddha, le sage est celui qui se porte bien des intestins. Je crois qu'il avait mis le doigt sur un sujet brûlant d'actualité, en tout cas scientifique. Merci pour votre attention.